Merci de la confiance renouvelée. Malgré l'état de santé, nous permettons toujours à servir la République démocratique du Congo, qui est notre mère patrie. Mesdames et messieurs, de partout où vous nous captez à travers le monde, vous avez pris l'habitude de suivre ces programmes télévisés Actualité croisée, qui a toujours le privilège de vous informer de la manière la plus objective sur les questions d'actualité qui prévaut en République démocratique du Congo. Vous nous suivez à Boussinga, vous nous suivez à Durban, vous êtes à Washington, à Paris, vous êtes à Franceville, comment ville de Libreville, pays Gabon. Vous nous suivez ici dans la capitale congolaise Kinshasa, dans le 24 communes. C'est votre émission Actualité croisée chez vous, Actualité croisée, l'information sans vous donner la moindre détail n'a pas de sens. Ici, nous détaillons l'actualité qui prévaut en République démocratique du Congo, surtout dans le domaine politique, sécuritaire, économique et aussi environnemental. Ne soyez pas trop exigeants avec nous. Les besoins nous exigent de vous informer et puis de vous servir, peu importe ce que nous ressentons. Merci également à l'équipe technique qui travaille d'arrache-pied 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, toujours dans votre chaîne JT et Mag, qui vous livre les informations d'entreprise en République démocratique du Congo. Là, je m'en vais dire un grand merci au superviseur Bob Togia. Merci également au directeur technique je m'en vais lui souhaiter un bon week-end, monsieur J.R. Loussala. L'actualité en République démocratique du Congo, comme vous le savez, la trêve humanitaire, l'élection au Sénat, Samalukonde et à le vent en poupe, c'est le nom qui circule dans le bureau, dans le couloir de la Chambre haute du Parlement. Nous avions appris aussi que Jean-Pierre Bemba Gombo, qui est le ministre des Transports, serait dans la course de cette élection au Sénat. Nous allons parler de la trêve humanitaire en République démocratique du Congo concernant la situation sécuritaire, mais également la lutte contre la corruption. Pour toutes ces questions, nous avons choisi un invité de marque. Il s'agit de Maître Richard Pinda. Vous le voyez dans certains médias défiler, mais il nous a fait plaisir aujourd'hui de venir participer à cet échange démocratique et républicain dans votre plateau d'actualité croisée. Je m'en vais dire bonjour et bienvenue à Maître Richard Pinda. Bonjour et merci à vous de nous recevoir. Nous pensons que ça ne sera pas la dernière, comme c'est une première. Donc nous sommes très heureux de constater que vous avez un bel cadre, un beau cadre plutôt j'allais dire. Et aussi nous pensons, nous n'avons pas imaginé que vous auriez des matériels tels quels. Donc pour un début, nous pensons que vous faites un bon chemin et nous vous encourageons par rapport à la voie que vous avez choisie. Merci Maître Pinda, il parle avec son cœur, il réfléchit avec sa tête, il est droit dans ses bottes, membre de l'UDPS, je veux me rassurer. Tout à fait. Ça brûle à la maison. Écoutez, nous sommes dans un exercice de démocratie. Vous savez, le pouvoir à l'UDPS, c'est la base. Et à un moment donné, lorsque la base estime qu'il faut changer de direction, mais la base prend ses dispositions. Et donc, nous sommes dans cette logique-là et nous pensons que les choses vont aboutir de manière apaisée. On pouvait s'attendre à cette crise aussi au début du deuxième mandat du chef de l'État? Écoutez, vous savez, c'est comme je le dis, donc nous avons les règles du parti, c'est-à-dire les statuts du parti d'une part, et d'une autre part, nous avons la population, le souverain. En ce qui nous concerne, nous avons la base. Et donc, le moment importe peu, c'est que c'est le moment dont la base décide de s'exprimer, elle s'exprime, voilà. Et aujourd'hui, permettez-moi d'abord d'effleurer un peu la question, parce que ça fait la une de l'actualité. Quand tu vois des réclamations, des sit-ins, on se rend compte qu'un parti au pouvoir, j'ai suivi un confrère sur TV5 Monde, s'est posé des questions et il n'a pas de réponse. Il dit, mais c'est quand même absurde de voir un parti au pouvoir, ses militants manifester contre qui et contre quoi, pour apporter quoi comme solution? Je vais répondre à cette question, à la question de votre collègue, qui, vous savez, lorsque les chaînes occidentales lèvent une option, c'est tout simplement parce qu'ils ont une autre idée derrière la tête. Lorsque les militants d'un parti politique, ce n'est pas une première.
On n'a pas vu ça avec le FCC, hein, le PPRD, on n'a pas vu ça. Mais voilà la différence avec... Ne nous comparez pas au FCC, ne nous comparez même pas au MPR, ne nous comparez pas à toutes les autres structures qui ont dirigé d'antan. Pourquoi? Parce que chez nous, il y a une expression de la base. La base est le souverain. La base est la structure qui a le dernier mot dans tout fonctionnement. Et donc, je disais ne nous comparez pas parce que les autres étaient habitués à des mots d'ordre, c'est-à-dire que l'instruction venait de la hiérarchie et les autres exécutaient sans murmure. La preuve en est que lorsque le pouvoir a changé de main, il y a eu des militants qui ont quitté pour éventuellement aller vers d'autres, disons, l'union sacrée. Et donc, je pense qu'à ces niveaux-là, nous ne pouvons pas faire cette comparaison-là. Mais si nous allons en Afrique du Sud, nous avons vu, à un moment donné, l'ANC a connu des militants qui se sont soulevés, qui ont revendiqué, qui ont manifesté. Et donc, ce n'est pas une première. Voilà pourquoi je disais, lorsque un de vos collègues de T25 prend position pour poser ce genre de questions, eh ben, c'est tout simplement parce qu'ils sont dans la logique de la manipulation de l'opinion dans laquelle ils excellent. Et donc, ici, j'en viens. Lorsque vous posez la question de savoir, lorsque vous relayez les questions de votre collègue qui dit, il revendique quoi? Il revendique des droits statutaires. Pour obtenir quoi? Pour obtenir des changements. Ils les font vis-à-vis de qui? De ceux qui dirigent. Et pourquoi on doit les faire? Tout simplement parce que... Même s'ils cassent, ils brûlent. Donc ça, c'est... Jusqu'ici, on n'a encore rien cassé. Ça vient, on ne sait pas. Espérons que ça vienne. Et si ça venait, je dirais à ce moment-là que les responsables des casses vont répondre de leurs actes. Alors, monsieur Richard Pinda, vous connaissez l'actualité en République démocratique du Congo, surtout sur le plan sécuritaire, fait sensation. Aujourd'hui, on a été surpris. Hein. Moi, à mon humble avis, j'ai été surpris de voir que les conseils de sécurité des Nations Unies décréter une trêve humanitaire à l'est du pays par rapport à la guerre qui nous secoue avec les assaillants du M23. Alors la question a fait un tollé et la question a été acceptée. L'option a été acceptée par le pouvoir de Kinshasa de cette trêve humanitaire. Vous êtes des observateurs avertis. Comment avez-vous d'abord appréhendé la donne et comment vous scrutez la donne? Déjà, je pars du principe que c'est très aberrant de constater qu'on nous recommande une trêve. Et pourtant, lorsque vous lisez les instruments internationaux, en l'occurrence la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, et éventuellement parce qu'il s'agit des relations diplomatiques, c'est-à-dire qu'il y a eu une recommandation venue des États-Unis tendant à solliciter une trêve entre les pays qui ne sont pas belligérants. C'est là où le bas blesse. Est-ce que nous sommes en guerre contre le Rwanda? Nous ne le sommes pas. Mais on déclare notre agression sur le Rwanda par l'entremise du M23. Non, nous parlons d'une agression. C'est officiel. Hein, non, nous parlons d'une agression. Lorsque le Rwanda se trouve sur le sol de la République démocratique du Congo, c'est que nous sommes agressés par le Rwanda. Pourquoi je le dis? Si nous partons du principe, lorsque vous observez les différentes interventions de l'ONU ou des États-Unis d'Amérique sur la question de l'agression de la République démocratique du Congo, les États-Unis vous disent que le Rwanda ne se contente que d'apporter un soutien au M23. Et donc, s'il s'agit d'un soutien au M23, sur base de quoi ou sur quelle base les États-Unis d'Amérique ont recommandé cette trêve-là? Parce que la raison de la trêve n'existe pas. La trêve, humanitaire puisse-t-elle être, elle ne pouvait avoir qu'un rapport, il pouvait avoir lieu lorsque deux États sont en guerre. Et à ces moments-là, on demande la trêve aux États qui sont en guerre. En principe, on devait recourir directement au M23 pour le faire. Moi, je me réjouis parce que, d'une manière, comment dire, subtile, le président Tshisekedi a mis les États-Unis devant leurs responsabilités. Parce qu'ils ne peuvent pas se dédire. Parce que vous poserez la question de savoir si réellement qu'il ne s'agit pas d'une agression, comment et pourquoi avez-vous demandé une trêve au Rwanda? Ils ne sont pas allés devant parce qu'ils le savent. C'est-à-dire que le président de la République les a mis devant leurs responsabilités. C'est un pas énorme dont beaucoup ne comprendront pas. Pourquoi? Parce que le Rwanda a toujours prétendu ne pas être sur le sol de la République démocratique du Congo.
Les États-Unis d'Amérique, la France, la Grande-Bretagne, lorsqu'ils font des déclarations pour condamner ce qui se passe à l'est de la République, ils vous disent que le Rwanda, même l'ONU, que le Rwanda arrête de soutenir Le M23. le M23. Mais c'est une contradiction lorsqu'on va solliciter. Ça, c'est un aspect purement technique et qui relève principalement de droit, des us et coutumes internationales, des relations internationales. Voilà pourquoi j'ai même évoqué la Convention de Vienne. Mais venons-en à ce qui est beaucoup plus préoccupant par rapport à cette situation à l'est de la République. Vous conviendrez aussi avec moi que nous avons été dans la logique de l'EAC, et l'EAC a démontré ses limites. Nous avons quitté Nairobi pour Luanda. Le président Tshisekedi, disons la République démocratique du Congo, est resté dans la logique de Luanda. De l'accord du Luanda. De l'accord du Luanda. De Luanda. OK. Dans cette logique-là, il y a des prérequis pour négocier. La République démocratique du Congo est restée campée sur cette position-là. Laquelle position, pour que nous puissions nous retrouver discutant avec le Rwanda, ou Kagame si vous voulez bien, et les États-Unis nous rejoignent dans cette logique-là parce qu'ils vont solliciter la trêve au Rwanda, il faut deux choses. Premièrement, il faut cantonner le M23, et deuxièmement, il faut, qu'il y ait retrait des troupes rwandaises du sol de la République démocratique du Congo. Il y a eu plusieurs tentatives de Paul Kagame vers le président Joao, et ces tentatives ont échoué. Le Rwanda a compris qu'il ne pouvait pas manipuler l'Angola comme il l'a fait avec le Kenya. Parce qu'à un moment donné, il y a eu même un ancien président kenyan qui était impliqué pour que nous puissions trouver une solution. Et la République démocratique du Congo est restée focus sur sa position. Et ici, le Rwanda veut nous ramener dans la logique de l'EAC en évoquant la présentation ou la volonté de la Tanzanie de pouvoir s'impliquer pour que nous puissions ramener la paix à l'est de la République. Il est certes vrai qu'il y a eu des soubresauts entre le Rwanda et la Tanzanie il n'y a pas longtemps ici, mais il ne faut pas oublier que l'histoire de la Tanzanie avec Museveni renseigne que la Tanzanie a aidé pour chasser un ancien président, Museveni a aidé pour chasser un ancien président tanzanien. Et donc, aujourd'hui, nous le savons tous, que le parrain de Kagame a toujours été Museveni. Et donc, cette logique de retourner à l'EAC, nous ne devons pas l'accepter. Mais posons-nous la question de savoir quel est l'intérêt réel de cette trêve. Je vous laisse parcourir, parce que la population a besoin d'avoir ces explications. Quel est l'intérêt réel de cette trêve? Il n'est plus un secret pour qui que ce soit que les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne et la France sont derrière le Rwanda, sont à la base de l'instabilité que nous connaissons dans notre pays. Il ne faut pas non plus oublier... Les États-Unis qui a condamné maintes fois à cette agression, non, mais cette implication du Rwanda. Les États-Unis sont impliqués pour résoudre la crise en Ukraine. Les États-Unis sont aussi impliqués pour résoudre la crise en Palestine. Mais pourquoi les États-Unis ne déploient pas les mêmes moyens pour résoudre la question de la RDC? Et il faut comprendre une chose. Nous avons initié, moi j'ai détruit mon ordinateur Apple. Nous avons initié une action contre Apple. Apple n'est pas une société congolaise, n'est pas non plus une société tanzanienne, même pas une société rwandaise. Samsung, mêmement. Elf, mêmement. Ce sont ces sociétés-là, ces multinationales-là, qui sont à la base de l'instabilité. Parce que vous devriez vous poser la question de savoir, lorsque Kagame tue en République démocratique du Congo, lorsque Kagame viole nos richesses et viole nos sœurs, nos femmes, nos filles, nos enfants, eh bien, il les vend auprès de qui?
si ce n'est que auprès des multinationales. Lesquelles multinationales? Vous avez Apple, par exemple, vous avez Samsung, et ainsi de suite. Et donc, vous conviendrez avec moi que les États-Unis d'Amérique trouvent leur compte. Et la déstabilisation de la République démocratique du Congo, c'est dans la logique américaine. Rappelez-vous que nous sommes en 1994, c'est la trêve humanitaire qui a un couloir humanitaire qu'on disait dans le temps, qui nous a amené toute cette situation. Et cela a été élaboré dans les bureaux d'études américaines pour en arriver à déstabiliser la République démocratique du Congo. Il y a eu beaucoup de gens qui ont écrit là-dessus. Lorsque vous lisez Onana, par exemple, il vous démontre comment les États-Unis d'Amérique sont impliqués, comment beaucoup ont été même sanctionnés en tant que sénateurs et membres du Congrès, de congressistes qui ont été sanctionnés pour avoir levé le ton, pour dire non aux pratiques d'antan avec Bill Clinton, et aujourd'hui ça continue. Donc l'opinion conviendra avec moi que cette trêve n'a pas pour intérêt, pour vocation, d'aider réellement la République démocratique du Congo ou une aide humanitaire. Parce que, rappelez-vous, le président Tshisekedi ne cesse de le dire, il faut obligatoirement que l'aide humanitaire intervienne au retour. Ça veut tout simplement dire que lorsque les citoyens congolais qui ont été déplacés de leur territoire retournent dans ces territoires-là, à ce moment-là, on peut leur apporter de l'aide parce qu'ils en auront besoin là où à leur lieu d'habitation habituel. Mais la logique ici des États-Unis d'Amérique, précisément, parce qu'il faut le dire les choses ouvertement, c'est de donner un bouée de sauvetage d'abord aux militaires RDF, UPDF, M23 et AFC aujourd'hui. Lorsque, avant même d'arriver à cette trêve-là, le M23 et leurs alliés ont perdu beaucoup d'hommes et beaucoup de matériel de guerre. Il y fallut pour eux d'avoir un temps de se ravitailler, en hommes comme en munitions. Voilà pourquoi les États-Unis viennent pour solliciter. La preuve en est qu'aujourd'hui, le M23, l'armée rwandaise sur le sol de la République démocratique du Congo, ne respecte pas cette trêve-là. Mais quelle est la sanction qui est prise? Parce qu'ils ne sont pas encore prêts, les États-Unis, qu'est-ce qu'ils font? Ils sollicitent encore de reconduire de 15 jours cette trêve-là. Et donc, l'opinion retiendra de la manière la plus responsable possible. Notre ennemi, ce n'est pas directement le Rwanda, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France. Donc, parce qu'aujourd'hui, quelles sont les sanctions? Ça a pris combien de temps pour que les sanctions tombent sur la Russie? Quelles sont les sanctions qui sont tombées sur le Rwanda? Quelles sont les sanctions qui sont tombées sur la Palestine? Il y en a nombreux. Mais pourquoi on ne le fait pas à l'égard du Rwanda qui agresse la République démocratique du Congo? Les Ukrainiens sont beaucoup plus humains et non que le Congolais à l'est de la République. Ne vous en faites pas, les Congolais de toute la République, parce que la situation à l'est de la République impacte sur le quotidien de tous les Congolais. L'investissement, aujourd'hui, on parle de 20% du budget national qui est affecté à l'effort de guerre. Mais ces 20%-là pouvaient être éventuellement utilisés pour assurer le développement dans d'autres secteurs. Et donc, vous conviendrez avec moi que d'ailleurs, je le disais, il s'est tenu, je crois bien que c'est cette année ici, si je ne me trompe pas, ou l'année passée, une réunion secrète aux États-Unis d'Amérique, à Washington, D.C., à l'ambassade, précisément à l'ambassade du Rwanda, pour éventuellement voir comment est-ce qu'on peut continuer à déstabiliser et surtout assurer la balkanisation de la République démocratique du Congo. Et je pense qu'à un moment donné, on doit arrêter de nous prendre pour des enfants, on doit considérer que nous sommes des personnes adultes. Et ici, je ne cesserai de le dire à monsieur le président de la République, pour ceux qui pensent que vous voulez quitter tel maître pour tel maître, ce n'est pas le cas. Parce que les relations diplomatiques, on en aura. La coopération, on en aura avec d'autres États, mais il faille que nous puissions nous poser la question de savoir, en face de nous, quels sont les intérêts que nous garantissent notre partenaire. Et voilà pourquoi, ici, j'en appelle au monsieur le président de la République, vous avez le soutien de la population, allons-y vers la Russie. Allons-y vers la Russie, allons vers la Chine, voilà, un partenaire qui pouvait, l'un de deux,
qui pourrait éventuellement nous permettre d'assurer... Je crois que le chef de l'État a déjà pris langue avec le président russe Vladimir Poutine, mais également avec Xi Jinping de la Chine pour des questions de collaboration, de coopération. Je crois que s'il y a des avancées, il faudrait que la population voie aussi les pouvoirs de Kinshasa. Mais quand vous indexez l'Union européenne, vous indexez les États-Unis, vous indexez toutes ces grandes puissances, vous dédouanez ceux qui sont en interne ici au pays et comme politique et qui sont de mèche avec l'extérieur pour que la crise puisse persister. Pourquoi vous ne mettez pas trop d'accent ici en interne? Non, je n'ai jamais... comment dire... Et vous savez qu'il y a des complicités. Tout à fait. Il y a des complices. Tout à fait. Il y a de Congolais politiques au sein de l'armée, au sein de la société civile, qui sont à la solde de cette insécurité. De cette insécurité, soutenue principalement par l'Occident, parce que le malheur de l'Afrique, c'est l'Occident, il faut se le dire. Et donc, ils ont leur part de responsabilité. Voilà pourquoi, moi, je m'interroge, je me dis, à ces jours, il y a eu beaucoup de gens qui ont été arrêtés. Certains sont en train d'être jugés, d'autres ont été jugés. Il y a eu des condamnations qui pèsent déjà sur eux du fait de la trahison ou de la haute trahison. Mais pourquoi on ne l'exécute pas? Parce que rappelez-vous que le moratoire a été levé, a été suspendu plutôt, j'allais dire. Il faille à ce qu'aujourd'hui, que l'on puisse exécuter pour que ceux qui envisageraient de retourner et poser les mêmes actes que ceux qui auraient été condamnés, qu'ils aient peur. Parce qu'on ne peut pas dire que la peine de mort existe, mais on n'exécute encore personne. Quel est l'intérêt d'exécuter aujourd'hui? L'intérêt serait que l'on prenne un peu au sérieux. Vous pensez qu'aux États-Unis d'Amérique, quel est le sort de celui qui aurait trahi? Quel est le sort de celui qui aurait trahi en France? Quel est le sort de celui qui aurait trahi? Vous savez, il y a certaines pratiques que l'Occident vienne au nom de droits de l'homme et tout ce que vous voulez, ainsi de suite, tout ça, imposer à l'Africain pour que ça puisse servir leurs intérêts. Comment? Si aujourd'hui, vous voulez trahir votre pays, on vous dit, nous vous garantissons que vous ne serez pas poursuivis. Effectivement, parce qu'ils vont évoquer le fait de droits de l'homme. Mais lorsque vous tuez, lorsque vous faites la guerre à l'Est et que les Congolais meurent, que fait-on du droit de l'homme? Rien du tout. Oui, ça aussi, c'est une question. Vous voyez ça? Allez-vous comprendre qu'à un moment donné, lorsque nous sommes dans la logique de l'offre, c'est-à-dire que lorsque on allait acheter les armes vers l'Occident, par exemple, l'Union européenne vous dit, nous, on ne vend pas les armes. Mais vous êtes curieux de constater, par exemple, que les armes qui ont été utilisées par le rebelle, ainsi de suite, tout ça, viennent de l'Europe. Comment font-ils pour éventuellement se procurer ces armes-là? Mais ces mêmes Européens, ces mêmes Occidentaux, ils vendent plus cher ces armes-là au marché noir. Lorsqu'ils vous disent que nous ne pouvons pas vous vendre des armes, ils vous poussent au marché noir où ça coûte beaucoup plus cher. Et ce sont eux qui sont toujours bénéficiaires dans cette affaire-là. Et donc, vous conviendrez aussi qu'à un moment donné, l'Occident, lorsque vous allez pour acheter les armes, ils vous prennent votre argent, ils vous le bouffent. Et ils ne vous remettent jamais les armes. Parce que nous avons été dans une logique unipolaire, où une seule fraction peut décider et les autres exécutent. Je salue la mémoire de Nelson Mandela, parce que vous conviendrez avec moi qu'à un moment donné, lorsque Mandela s'est levé pour dire non aux Américains, c'était à l'époque, je crois, de Bill Clinton ou George W. Bush, lorsqu'ils ont commencé à présenter les armes fabriquées chez eux, les Américains ont tonné pour dire que vous n'avez pas le droit de commercialiser ni de présenter ces armes-là. J'ai aimé la réponse de Nelson Mandela où il dit « Nous sommes un État souverain ». Mais la question est celle de savoir, est-ce que nous, la République démocratique du Congo, nous sommes suffisamment souverains pour nous assumer? Je crois que oui, mais nous devons passer maintenant à l'acte. Nous devons passer maintenant à l'acte, monsieur Richard Pinda, qui est notre invité sur ce plateau. Vous comprenez que je voulais quand même lui laisser le temps pour étayer un peu sa pensée à ce qui concerne cette trêve humanitaire. C'est une question que Maman Bipopola va comprendre,
qu'un jeune qui aujourd'hui est entré en G1, peut-être comprendre, mais ce sont des questions fondamentales. Il faut des observateurs avertis, ceux qui manipulent le droit international puissent nous donner quand même matière à réflexion. Monsieur Richard Pinda, ici en interne, avant qu'on vive de cette question sécuritaire à l'est du pays, on a vu quand même le prélat catholique sortir de leur silence pour dénoncer, pour se dédouaner de la présence de Corneille Nangaa dans une messe à Rutshuru. Alors on s'est dit, aujourd'hui, Nangaa terrifie même les églises. Non, non. Je ne partage pas. Moi, j'ai toujours dit que, vous savez, l'Église catholique, ou précisément les animateurs de l'Église catholique, ont un caractère assez hypocrite. Vous voyez ça? Pourquoi je le dis? Ils sont sortis pour dénoncer. Pourquoi n'ont-ils pas sanctionné? Je l'ai dit dans un passé récent, ils auraient dit quand même dire que non. Vous avez la CENCO, qui est l'organe de décision, qui est l'organe de suivi du fonctionnement de l'Église catholique. Et donc, vous conviendrez avec moi que l'Église catholique devrait en principe sanctionner pour décourager. Question. Pourquoi l'Église catholique ne l'a pas fait? Et d'ailleurs, c'est une première. Au cours d'une messe, vous avez un individu qui prend la parole. Vous voyez ça? En fait, l'Église catholique c'est dans un territoire occupé par le rebelle. Peu importe, le prélat n'aura qu'à refuser de le faire. Il y a eu un prélat dans le sud ou nord Kivu qui avait dit non à la rébellion. De peur d'être décapité. Non, mais écoutez, de peur d'être décapité. Mais l'attitude de l'Église aujourd'hui, c'est pour dire quoi? Que allez-y, population, suivez le M23, suivez l'AFC. C'est ça l'attitude. Mais pour quelle fin? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'attitude de l'Église, même cette hypocrisie, donnant l'impression d'aller condamner, ok? Mais le message qui est transmis, c'est tout autre. Alors j'ai dit, le monsieur a refusé, plutôt accepté, que Nangaa intervienne au cours d'une messe, et ici on condamne. Mais quelle est la sanction qui a été prise par une autre, par cette structure contre le prélat en question, ou par l'évêque qui dirige cette église-là? Il n'y a aucune sanction. C'est une façon d'encourager. Nous allons amadouiller la population, nous allons, pour ne pas crier à la complicité, nous allons condamner, et c'est ce que je pense que l'Église a tout simplement fait. En réalité, je pense que l'Église sait qu'est-ce qui s'est passé, et l'Église, je crois que l'Église pourrait éventuellement tirer les conséquences si ça ne marchait pas. Est-ce qu'aujourd'hui l'Église catholique est en odeur de sainteté avec le pouvoir de Kinshasa, selon votre analyse? Vous savez, il y a une chose, l'Église n'est pas à être en odeur de sainteté. Posez-vous la question de savoir si en son sein, l'Église est en odeur de sainteté avec d'autres prélats. Non, ça, j'engage l'Église avec le pouvoir. Non, je voudrais d'abord, vous savez, il y a une chose. La Bible dit qu'avant d'enlever plutôt la pourpre sur l'œil de l'autre, commencez d'abord par les faire par vous-même. Est-ce que l'Église aujourd'hui, précisément l'Église catholique, peut être un modèle de gestion? La question que je pose à tout catholique qui est dans la gestion de la chose publique, est-ce qu'aujourd'hui, et les catholiques qui le diraient, je vous serais gré de transformer cette table ici, en fait, ces studios, en débat contradictoire avec celui qui viendra pour représenter l'Église, parce que j'apporterai les éléments, la mégestion au sein de l'Église. Vous voyez ça? Et en l'apportant, je poserai la question de savoir s'ils peuvent être en odeur de sainteté. S'ils ne le sont pas, mais c'est une bonne chose, parce qu'ils ne constituent pas un modèle. L'Église catholique? Pas du tout. J'aimerais bien dire les animateurs de l'Église catholique actuelle. Vous voyez ça? Et donc, nous ne pouvons pas encourager certaines irrégularités. Nous
Nous ne pouvons pas encourager des anti-valeurs. Rappelez-vous de sa sainteté le pape quand il est arrivé ici chez nous. Lorsqu'il s'est réuni avec l'Église, avec les membres de l'Église, il leur a dit d'arrêter avec les malversations au sein de l'Église, et financières précisément. J'ai encore les récits qui avaient été... Voilà pourquoi c'est lui qui viendrait, je lui opposerai les déclarations de sa sainteté le pape. Il a constaté que la gestion n'était pas un modèle. Mais comment voulez-vous qu'une personne qui n'est pas, ou une entité qui n'est pas un modèle de gestion, puisse éventuellement donner des leçons à d'autres personnes? Ça, c'est d'abord un. Et deuxièmement, même sous notre régime ici, la plupart de ceux qui détournent ou poursuivis pour détournement, posez-vous la question de savoir, ils sont venus de quelle église? De l'église catholique. Je vous ai dit, je vous pose la question de savoir, ils sont venus de quelle église? Peut-être ceux qui font la corruption profitent aussi d'autres églises, mais ce sont des corruptions silencieuses. Non, je ne le dis pas. J'ai dit la plupart de ceux qui viennent. Je n'ai pas dit que ceux qui sont de mon église sont ça. Non, pas du tout. Vous êtes de quelle église déjà? Moi, je suis du ministère de The Way International. Vous voyez ça? J'ai dit que chez nous, il y en a de ceux qui tombent aussi. Mais j'ai dit la majorité de ceux que... Est-ce que vous savez que nous sommes majoritairement dirigés par les croyants de l'Église catholique? J'ai dit, lorsque la plupart d'entre eux sont caractérisés par les détournements, posez-vous la question de savoir, ils ont hérité de quelles valeurs? Et ces valeurs ont été données par qui? Vous voyez ça? Et donc, l'opinion retiendra que je n'ai rien contre l'Église catholique, parce que je suis marié, mon épouse est catholique. Elle est une femme distinguée, et je crois bien qu'elle a été encadrée par des dirigeants de l'Église catholique qui ont transmis des bonnes valeurs, parce que moi, je m'en réjouis. J'ai une femme pour laquelle je sens une fierté de l'avoir épousée, et que j'aimerais épouser tout le temps que l'envie me prendrait, réépouser tout le temps. D'autres femmes? Non. Ah, épouser la même femme plusieurs fois. Ah, c'est qui est impossible. Non, ce n'est pas impossible. On peut déclarer sa flamme et continuer de le faire régulièrement et poser les mêmes actes pour que la femme se sente... Autant qu'on voudra. Là n'en est pas la question, parce que cette femme a été encadrée. Elle est sortie d'une famille catholique. Elle a acquis des valeurs, et des valeurs font mon bonheur. Et donc, je dirais tout simplement qu'il faut voir maintenant les dirigeants, certains des dirigeants de l'Église catholique, et comment ils se comportent pour éventuellement savoir s'ils peuvent constituer des modèles ou ils peuvent être en odeur de sainteté avec le pouvoir en place. Clin d'œil à Madame Pinda qui nous suit depuis quelque part. Nous vous remercions de tout ce que vous faites et de tout ce que vous donnez comme encadrement à votre mari qui vous vante en direct sur le plateau de télévision. Maître Richard Pinda, aujourd'hui, quand même, vous êtes... je ne dirais pas que vous êtes déçu, je ne dirais pas non plus vous êtes satisfait. Vous avez vu la mouture, comment on dirait, l'équipe gouvernementale qui est sortie. À la surprise générale, on voit quelqu'un qui n'est pas de votre famille politique être nommé ministre de la Justice du gouvernement Soumino Toulouka. Je parle de son Excellence Constant Moutamba. Il est sorti de nulle part. On ne sait pas si ce sont des calculs politiques, mais il a quand même mérité de la confiance du chef de l'État. Sous quel œil l'UDPS voit sa gestion dans la justice? Une justice longtemps décriée par le chef de l'État, qui a, dans un passé récent, traité de malade. Et vous voyez un opposant, entre guillemets, prendre le commande de cette justice. Je dirais que, déjà des primes abord, je voudrais que l'opinion retienne une chose. Je ne voudrais pas que l'on dise qu'il est sorti de nulle part. Non. Le ministre Moutanda a un parcours. Il a été au PPRD, je crois, et par de suite, il a été opposant, et par de suite, député, élu député, et ainsi de suite, il devient ministre de la Justice.
Vous savez, lorsque on veut faire une analyse qui permet que l'État évolue d'une certaine manière, on doit arrêter de parler en termes des individus. Il a posé 2 ou 3 actes que certains des ministres, même techniciens du point de vue de droit, prenons par exemple la ministre Rose Mutombo, même certains d'autres qui ont précédé, même sous Joseph Kabila, même sous Mobutu, n'ont pas posé. Nous parlons aujourd'hui de la corruption. Nous parlons du détournement. Mais on ne se pose jamais la question de savoir, lorsque la caution est payée, lorsque les biens sont saisis, lorsque la justice met la main sur, elle est simplement, on peut se le dire comme ça, Temence, l'homme d'affaires belge en République démocratique du Congo, arrêté dans l'affaire 100 jours avec comment on appelle déjà, avec Jamal, Vital Kamerhe et consorts. Cet homme d'affaires avait payé 36 millions de dollars. Quelle destination avait pris cet argent? À cette question, on ne l'a jamais posée. Aujourd'hui, les ministres Mutamba, je crois, Constant Mutamba, lèvent l'option d'interroger les traqueurs des détourneurs sur les détournements présumés de ces 36 millions de dollars. Et non seulement ces 36 millions de dollars. C'est qui les traqueurs de détourneurs? C'est la justice, c'est le parquet. Ah, je croyais que vous parliez de l'IGF. Non, mais l'IGF est l'appendice du parquet. Et d'ailleurs, lorsqu'on parle de l'IGF, j'ai toujours posé la question à laquelle je n'ai pas eu de réponse. L'IGF, j'ai posé la question de savoir qui contrôlait l'IGF. Il n'a pas de contrôleur, à mon humble avis. Lorsque je posais cette question-là, il y a un de vos collègues, je peux citer le nom, Patrick Lokala, il est passé pour me dire, mais l'argent que perçoit l'IGF, sur la même chaîne, l'argent que perçoit l'IGF est éventuellement, comment dire, justifié par des factures, ainsi de suite. Si vous voulez le voir, venez. Ah non, je ne parlais pas de ce contrôle-là. J'ai dit, par exemple, lorsque l'IGF passe à la DGDA, qui passe après pour contrôler ce qu'il avait fait comme travail? Épuisons d'abord la question. Non, c'est important, je vais en venir. Qui passe après? Personne. C'est-à-dire qu'on laisse beaucoup de pouvoir à l'IGF sans s'assurer que c'est une entité dirigée par des humains et que l'œuvre humaine, elle est imparfaite et qu'on peut commettre des erreurs. Je n'entre pas dans la polémique actuelle sur l'IGF et consorts. OK? Je pense que l'IGF a fait bien son travail par rapport au ministre des Finances qui doit répondre des accusations portées contre lui. Je soutiens le travail qui avait été fait contre lui. Mais je voudrais, pour sécuriser le travail de l'IGF, qu'une autre entité passe aussi pour éventuellement contrôler. J'en viens maintenant à ce que je disais par rapport à Mutamba. J'ai dit qu'il a pris le courage. Ce courage qu'il a pris là, rassurez-vous qu'il a mis sa vie en danger. Parce que cet argent dont la destination est inconnue peut éventuellement servir à renflouer les trésors publics. Vous voyez ça? Vous ne pouvez pas être vous-même détourneur, corrompu, parce que la corruption, c'est aussi avoir des antivaleurs, poursuivre et traquer une autre personne qui aurait détourné ou qui aurait corrompu. Et donc, vous risquerez vous-même qui poursuivez d'être corrompu et abandonner les poursuites. Parce que vous êtes habitué à corrompre, vous êtes habitué à être corrompu.
Et donc, l'opinion retiendra que je salue. Ici, j'ai dit, je constate que le seul membre du gouvernement jusqu'ici qui bouge, qui sera peut-être qualifié dans les 3 mois d'évaluation, qui éventuellement pourrait justifier, donc je peux en citer quelques-uns. Vous avez par exemple le ministre de la Justice, vous avez les ministres de l'Intérieur. Comme c'est un homme qui n'est pas trop bavard, je crains qu'il ne vous mette pas, à la place publique, ok, les révélations qu'il a reçues à l'Est de la République, surtout dans cette situation à l'Est. Est-ce que c'est question d'être bavard ou de parler de la réalité qui prévaut sur terrain? Bon, il va apprécier. J'aurais souhaité qu'il dise sur la place publique ce qu'il a appris. Les ministres de la Défense, avec une nouvelle stratégie, bien sûr, vous conviendrez avec moi, que l'affaire Mobondo n'a jamais été traitée telle qu'elle. On est en train de la traiter autrement. C'est-à-dire, il approche ceux qui sont à la base de ce qui arrive là, pour éventuellement accéder à une solution durable. Alors aujourd'hui, Maître Richard Pinda, vous êtes très éloquent. J'aimerais quand même vous féliciter là-dessus. Merci beaucoup. Je crois que les téléspectateurs qui nous suivent retiennent au moins de notre invité une paisibilité dans la réflexion et la cohérence des idées par rapport à ce que nous voulons savoir, à ce que vous voulez connaître sur des questions d'actualité de l'heure. Permettez-moi de vous présenter cette émission dans cette ambiance. Vous conviendrez avec moi que je suis quand même affecté par ma voix, mais quand même, nous parvenons quand même à discuter calmement, apporter l'information chez vous à la maison. Vous nous suivez partout à travers la République. Et revenons sur la question de l'IDPES, si vous permettez. Alors aujourd'hui, l'IDPES est géré par qui? Écoutez, je répondrai à cette question-là lorsque le ministre de l'Intérieur aurait pris acte de l'évolution. Réponds-moi objectivement. Voilà vous êtes de l'IDPES, vous m'avez rassuré. Je vous réponds parce qu'il y a une démarche qui est entreprise. Il a été demandé au CG Kabouya de déposer sa démission. Qui l'a demandé? C'est le DEP. L'exécutif national avec le CEP se sont réunis et ils ont levé des options. Ils ont demandé, au secrétaire Kabouya, au secrétaire général Kabouya, de déposer sa démission. Alors, à savoir... combien d'heures? On lui a donné 48 heures. Qui a déjà expiré? Les 48 heures sont déjà expirées. Il faut voir maintenant la suite. Parce que je pense que, à l'allure où vont les choses, on va notifier de la décision au ministère de l'Intérieur. Et si les ministères de l'Intérieur prenaient acte, je reviendrai vers vous pour vous dire, voilà qui dirige maintenant l'UDPS. La crise est installée au sein de l'UDPS. Il n'y a pas de crise à l'UDPS. Mais quand vous voyez des manifestations... Il n'y a pas de crise. Il y a l'exercice de la démocratie auquel vous n'êtes pas habitué. Vous êtes habitué dans le sens du fonctionnement de certains partis politiques. Les mots d'ordre viennent de quelque part, on exécute. Prenons le cas de Serge Kadima, du PPRD, qui a été à un moment donné président de la jeunesse du PPRD. Okay? Rappelez-vous, vous vous souviendrez qu'il a créé une réaction à l'intérieur. Cette réaction a été, estompée par la hiérarchie, mais à l'UDPS, c'est la base. À l'UDPS, c'est la base. C'est la base qui décide. Rappelez-vous de comment est parti Jean-Marc Abound. Rappelez-vous de comment est parti dans le temps Maître Chabani. Il a été secrétaire général. Et on se rappelle aussi comment le chef de l'État a retiré sa signature. C'était toujours la base. Tout à fait. Voilà. Alors, c'est-à-dire que, c'est d'ailleurs bien de le dire comme ça, lorsque la base décide, eh ben, les options sont levées. Est-ce que la base a vraiment décidé? Parce qu'on voit, il y a des groupuscules qui se forment au sein de l'IDPS. Hein. Vous avez suivi... Il y a aussi ces gens. Vous avez suivi les fédéraux. Qui interdisent à d'autres cadres de l'arrivée au siège. Même. Vous avez suivi les fédéraux réagir.
des part et d'autre. Nous attendons voir maintenant comment vont suivre avec les cellules et ainsi de suite, tout ça. Donc, Et en cas de persistance de la crise, qui peut faire la médiation? qui a la gestion des partis politiques? Le ministère de l'Intérieur, qui est un membre de l'UDPS. Non, là, il est en tant que ministre de l'Intérieur. Membre de l'UDPS en même temps. Il a cessé d'être membre de l'UDPS lorsqu'il est élevé en fonction. Alors, Maître Richard Pimda, on va chuter par là. Aujourd'hui, quand vous voyez la réaction... Pourquoi je le dis? Parce qu'il ne peut pas prendre position en tant que tel. Okay. Sinon, il aurait déjà donné sa position. Mais il a géré en tant que ministre et je pense que la situation va revenir à la normale. À la normale. Ben vous voyez Kabouya à la porte ou soit être retenu comme secrétaire général? Je ne sais pas vous répondre là-dessus. Très bien dit. Alors aujourd'hui, lors d'un briefing qui s'est passé récemment avec le ministre Mouyaya, on a vu le ministre des Ressources hydrauliques, Maître Teddy, qui a parlé que la RDC importe du courant de par l'Afrique. On est quand même scandalisé de cette révélation. Comment aujourd'hui la RDC importerait le courant de par l'Afrique? Ça, c'est une déclaration pour un ministre qui est en fonction, qui décourage la nation congolaise. Est-ce qu'il essaiera même de conduire sa politique sur l'hydraulique, l'énergie à bon port pour que la population soit satisfaite? Vous savez, moi, lorsque je dis dans tout ce que nous subissons dans ces pays, tout ce que nous subissons en Afrique, c'est l'Occident. Quelqu'un me dit, est-ce que c'est l'Occident qui vous refuse le droit, qui vous empêche d'exploiter Inga? C'est comme quelqu'un qui viendrait me dire comment nous en sommes arrivés au départ de Mobutu. Mobutu est parti parce que l'Occident avait décidé que Mobutu parte. Pourquoi? Parce que Mobutu a dit qu'il ne faut pas exploiter la Gécamine, les dépiécer, les privatiser. Mobutu avait dit non. Alors on dit, celui-là, il est gênant, il faut le faire partir. Nous parlons de Inga, ça fait plusieurs années. La Banque mondiale est passée pour faciliter à ce que Inga 3 puisse démarrer. La BAD est passée. Vous dites la Banque mondiale, mais nous sommes membres de la Banque mondiale. Aujourd'hui, nous parlons d'avoir affranchi 6 révis de la Banque mondiale et du FMI, c'est-à-dire que nous sommes à même de pouvoir prendre le crédit. Vous vous posez la question de savoir, nous nous sommes vantés il n'y a pas longtemps ici, avec les blocs pétroliers et gaziers. On parle de trentaine de blocs pétroliers et gaziers. Mais pourquoi jusqu'ici rien ne bouge? Parce qu'à un moment donné, lorsque vous allez vers l'acheteur vous dit, écoutez, Greenpeace intervient pour vous dire que vous avez votre pétrole dans une zone qui pourrait éventuellement compromettre la savane, la flore, la faune et tout ce que vous voulez. L'Occident organise les choses de manière parce que ce dont nous avons besoin, c'est le capital. Quelqu'un d'autre me posera la question de savoir, vous dites que nous avons besoin d'argent, mais les sommes énormes qui sont détournées, ok? Pourquoi vous ne faites rien pour empêcher ces détournements-là? C'est là où je jette des fleurs au ministre de la Justice avec les initiatives qu'il prend. Et donc, nous sommes dans ce monde où tout est organisé pour que l'Africain, particulièrement le noir, reste dans cette situation de précarité. Lorsque le ministre le dit, je prends 3 choses. Premièrement, quelle est la gestion que nous avons aujourd'hui de la SNEL? Est-ce que cette gestion permet à ce que nous puissions financer notre turbine par nous-mêmes? Pas du tout. Quelle est la qualité de l'électricité qui nous est vendue aujourd'hui pour encourager le consommateur à bien faire son travail? L'individu qui travaille à la SNEL, comment se comporte-t-il vis-à-vis de biens, même de la SNEL? Et donc, je ne serais pas surpris si aujourd'hui, le ministre fait pareille déclaration. Je voudrais
qu'il ne se contente pas seulement de cette déclaration-là, parce que je pense que cette déclaration trouve son fondement du constat qu'il a fait. Vous voyez? Et je souhaiterais qu'il propose des solutions pour permettre à ce que nous puissions quitter. Parce que la République démocratique du Congo, avec Inga, est à même de pouvoir alimenter toute l'Afrique. Mais nous sommes en train d'importer les courants. C'est ridicule. Et nous pensons que nous prendrons des dispositions quant à ce. Mais il faut que la population soit vigilante. La population doit comprendre une chose, que ce n'est pas les États-Unis d'Amérique, ce n'est pas la France, ce n'est pas la Grande-Bretagne qui seront ceux qui vont faciliter notre développement. Permettez-moi de vous poser cette question. Depuis 1960 à ce jour, il y a toujours une question qui fait que l'on puisse soit revenir sur les décisions qui ont été prises. Pourquoi? Parce qu'on nous dit, l'Occident nous a dit, il veut nous faire comprendre que nous avons des crises de légitimité. Posez-vous la question de savoir si Kasavubu et Lumumba avaient une question de légitimité. Parce que par légitimité, il faut sous-entendre l'adhésion populaire. Est-ce qu'ils ont tué une question de légitimité pour être abattus ou pour être chassés du pouvoir? Pas du tout. Parce qu'ils avaient reçu l'ensentement de la population, même si la décision à laquelle, ou la décision fondant leur pouvoir était venue de l'extérieur. Mais lorsqu'ils sont rentrés chez nous, ils ont reçu l'assentement, l'adhésion de la population. Est-ce que ça a été avec le cas avec Lumumba, avec Mobutu? Mobutu, 32 ans au pouvoir, parce qu'il était accepté par sa population. Par sa population. Vous voyez ça? Voilà. Mobutu n'a pas quitté le pouvoir parce qu'il était un dictateur. Il a quitté le pouvoir parce que l'Occident a dit non. Lorsque l'Occident dit non, il vous crée le concept de la légitimité. La légitimité de notre question, ce n'est pas la légitimité de la population. C'est la légitimité de l'Occident. C'est-à-dire que l'Occident ne se retrouve pas dans ce qui se passe là. Mouzé n'est pas mort parce qu'il y avait eu une crise de légitimité chez nous. C'est parce que l'Occident a décidé que ce soit une crise de légitimité et qu'eux ne se retrouvaient pas. Et Kabila a fait ses partis du pouvoir parce que l'Occident voulait... À un moment donné, la population l'acceptait. Il y a eu une très forte pression. Nous devons, comme moi j'ai toujours dit, il est temps que la démocratie, cède la place à la tradicratie. Tradicratie. Exactement. On nous a fait croire que en Afrique, les systèmes de gestion n'existaient pas avant l'avènement de l'homme blanc. On nous a fait croire aussi que l'homme noir était un sauvage, un barbare. Hier, je suivais des vieux films, Vikings par exemple. Lorsque vous voyez comment est-ce qu'on tue les êtres humains par les Vikings, vous devez vous poser la question de savoir si la barbarie est l'œuvre, non, est l'œuvre de l'Africain ou l'œuvre de l'Occident. Rappelez-vous lorsque vous suivez Shaka Zulu, les guerres n'étaient pas sanguinaires. C'était un exercice où vous faites un simulacre de guerre. Ceux qui perdaient cette guerre-là abandonnaient. L'idée de tuer est venue de l'Occident. Est venue de l'Occident. Exactement. C'est pour dire le sauvage, ce n'est pas moi. Ce n'est pas vous. Et ce n'est pas moi qui fabrique les armes, qui tue les armes atomiques. Non, pas du tout. Moi, non. Les sauvages, c'est celui qui fabrique. Exactement. Parce que le sauvage, c'est celui qui a l'idée de tuer et met en exécution. C'est lui qui invente les stratégies pour éliminer. La machine à tuer. La machine à tuer. Voilà. Maître Richard Pinda a été notre invité. Merci. En tout cas, je sais que vous êtes resté dans votre soif. Plusieurs matières à décortiquer au cours de votre émission Actualité croisée. Je sais que Maître Pinda, les portes d'Actualité croisée vous sont grandement ouvertes. Prenez toujours l'habitude de répondre. Et puis, nous serons toujours à votre disposition pour vous recevoir en cas de besoin. Vous nous avez suivis, vous avez prêté votre attention. Retrouvez-nous dans notre chaîne YouTube. Prenez l'habitude de vous abonner. Prenez l'habitude de liker. Prenez l'habitude aussi
de commenter dans votre chaîne YouTube, mais également dans nos chaînes partenaires qui acceptent de relayer cette information que nous apportent nos invités. Merci également à toute l'équipe qui a travaillé d'arrache-pied ce week-end pour vous offrir ces numéros de votre magazine Actualité Croisée. Un clin d'œil au couple Barik Nemiala qui aujourd'hui officialise leur relation amoureuse. Barik Nemiala, caméraman au sein du journal télévisé des entreprises, mais également au sein d'Actualité Croisée et Show Politique. On se retrouve dans un prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.